Amigos, amigas, bienvenido dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir, je vais sauter partout et j'ai mis un gros pull puisqu'il fait 10 degrés dans le jardin. Mais je pense que d'ici quelques secondes, pas plus, je vais vite me réchauffer parce qu'on va parler test d'effort et test physique. Vous l'avez vu dans le titre, si vous me suivez en story sur les différentes plateformes sociales qui existent autres que celle-ci, vous l'avez peut-être vu arriver, cette semaine j'étais chez Monstad, qui est donc mon partenaire pour cette vidéo-là, chez qui j'ai fait différents tests médico-sportifs. On va voir ensemble les différents tests. Juste avant, petite introduction, souvenez-vous, je fais ces tests pour faire un avant, entre guillemets, et ensuite un après, c'est logique, avant-après, d'une compétition du coup qui arrive mi-novembre, le 11 novembre même pour être précis, qui va me demander du coup pas mal d'efforts. Oh, j'ai le sommet du crâne qui brille, on dirait que j'ai une petite auréole direction le paradis. Donc une compétition qui va me demander pas mal d'efforts, et donc je voulais faire un point avant, c'est-à-dire là 2 mois avant la compétition, et ensuite refaire les mêmes tests que j'ai fait cette semaine, une semaine après la compétition. Je crois que l'intro est déjà beaucoup trop longue, on est parti. Pardon, on se refocus. J'adore l'humour. On est donc en route pour Monstad. Venez avec moi. Évidemment, je vous ai pas marqué en mode selfie à l'intérieur, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont en train de faire des tests, qui sont en train de travailler sur place. Donc je vous ai fait des petits plans, des petites images, tout ça, et puis je vais pouvoir vous commenter tout ça. Ici, dans la petite pochette que j'ai avec moi, ce sont tout simplement les résultats, puisque là, au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai déjà fait le test. Vous vous doutez bien, sinon je ne pourrais pas vous donner les résultats, et ce serait dommage quand même, vous seriez frustrés. Puisqu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler tout simplement de tests de mouvement fonctionnel. Est-ce que j'ai une bonne mobilité, etc. On va parler aussi de force max sur 2 mouvements. Ensuite, on va parler tout simplement cardio, évidemment, avec un test de VMA, vitesse maximale aérobie. Et ensuite, je sais qu'évidemment, vous l'attendez. Voilà, le fameux test de masse graisseuse, masse musculaire et masse osseuse, densité osseuse. On est parti, on commence dans l'ordre. Et voilà, excusez-moi, je vous ai replacé un petit peu parce que vraiment cette histoire de soleil, c'était très déconcertant. Comme j'ai dit, première chose, les tests fonctionnels. Les tests fonctionnels ont été réalisés grâce à une échelle qui s'appelle l'échelle FMS, pour Functional Movement Screening. Pour pas vous dire de bêtises, je vais vous décrire très précisément ce qui s'y passe. Le FMS ou Functional Movement Screening est un test standardisé de mouvement fonctionnel développé par le physiothérapeute américain Gray Cook. Le FMS a pour objectif d'identifier les asymétries et les déséquilibres au niveau de la mobilité et de la stabilité dynamique du corps. Ceci est possible grâce aux 7 mouvements précis du FMS. Oui, je suis en train de lire mon anti-sèche en même temps, comme ça je suis sûr de pas dire de bêtises les amis. Qui permettent de faire ressortir les faiblesses au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, du dos et des épaules. L'objectif est par la suite de corriger les faiblesses et les asymétries du corps afin d'optimiser la biomécanique dans le but de prévenir les blessures et d'optimiser la performance. Vous avez bien entendu. Je vais pas vous donner du coup la liste précise des mouvements, parce que sinon ça veut dire que je révèle le secret de FMS, n'est-ce pas? Mais en tout cas, vous avez des tests au niveau des points articulaires dont je viens de parler, et vous avez aussi des tests de douleur, si du coup il y a des douleurs qui se réveillent dans certains mouvements, dans certaines amplitudes, etc. Ceci étant, le système de notation de Monstad est très bien fait. Du coup, on a un score qui va de 1 à 3. Et ensuite, vous avez un petit score avec du vert ou du rouge. Comme ça, visuellement parlant, c'est très parlant. Quand c'est rouge, c'est qu'on est plutôt vers le 1, quand c'est vert, c'est plutôt le 3, et quand c'est orange, c'est plutôt le 2. 1, ça veut dire que, bon, bah faut faire attention, le mouvement en tout cas n'est pas validé, il faudra faire attention parce que ça pourrait amener du coup à différents déséquilibres, etc. Il faudrait peut-être travailler dessus. Quand on est à 3, c'est que le mouvement est validé dans son amplitude complète, qu'il n'y a aucune compensation par un autre groupe musculaire, etc. Et ensuite 2, c'est simplement que le mouvement est bien fait, mais il n'est pas du coup full validé, pour X ou Y raison. On prend par exemple mon premier mouvement, le mouvement de squat, où j'ai les bras en l'air avec le bâton. Sur celui-ci, du coup on a validé un 2 et pas un 3, puisque sur la fin du mouvement, quand je suis tout en bas, du coup j'ai un petit tilt du bassin. Le bassin va légèrement tilter, ce qui fait que j'ai les bras qui vont un petit peu vers l'avant. Donc en gros c'est considéré comme une compensation pour aller chercher plus bas, et donc on valide 2 plutôt que valider 3. Ceci étant, sur l'ensemble des autres mouvements j'ai validé 3, sauf le dernier, du coup sur tout ce qui est stabilité en rotation. L'exercice il est archi dur. C'était archi difficile parce que je suis habitué à faire cet exercice là, vous savez, en pilates ou autre, on le fait souvent. On est donc en position quadrupédie, on tend un bras et la jambe opposée. Et ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, décoller le bras et la jambe du même côté, j'avais jamais fait. Autant dire que j'étais à 2 doigts de me casser la gueule. Voilà. Soyons honnêtes,
Soyons dans la franchise, vous et moi. Très bien, parce que je n'ai aucune indication de petit logo juste ici que vous pouvez voir, où en fait on me recommanderait d'aller chez un professionnel de santé pour un diagnostic permettant de définir la cause de vos douleurs, puisqu'aucun mouvement ne m'a provoqué de douleur. Et ça, c'est plutôt cool. J'étais super content de faire ce premier test-là, de commencer par ça, parce qu'en toute honnêteté, je pensais qu'il y a pas mal de mouvements qu'en fait j'allais pas du tout valider. Au moment où il m'a dit de faire le squat, alors c'est Cédric, du coup, juste pour poser ça là, parce qu'il y a des chances que je redis son prénom plus tard dans la vidéo. Il m'a demandé de garder les deux pieds parallèles entre eux pour descendre le plus bas possible sur le squat. Autant te dire que j'ai l'habitude de faire des squats avec les pointes de pied vers l'extérieur, donc je me suis dit mais jamais mes fessiers vont descendre en dessous de la ligne des genoux, je vais jamais casser la parallèle comme on dit avec les cuisses, et il se trouve que oui, donc du coup j'étais très content. Encore une fois avec une petite avance des bras qui du coup est considérée comme une compensation, mais du coup j'étais très content. Mobilité de la cheville, j'ai validé 3 aussi, mobilité de la hanche, mobilité d'épaule. Ah non pardon, il y en a un où j'ai fait 2 et pas 3, c'est le fameux où du coup j'étais allongé sur le dos avec la jambe qui était tendue, il fallait la ramener la plus proche possible du buste ou le plus possible à la verticale, pendant que l'autre jambe restait complètement dans le sol. Donc ça en soi rien de très étonnant, étant donné que je travaille pas mal mes ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, CF, la vidéo révision anatomie, qui sont donc à l'arrière de la cuisse, étant donné que, si vous vous souvenez, tendinite au niveau du genou, donc du coup au niveau des jambes, je les travaille pas de fou, mais du coup je me venge sur les ischio-jambiers, comme je peux pas trop travailler les quadriceps vraiment de manière isolée, donc ceci expliquant cela. On part sur le test suivant, c'est parti. La suite, c'était le test de force max sur les membres inférieurs et sur les membres supérieurs. Il y avait donc une machine qui ressemble à une leg press, sauf que celle-ci est particulière puisqu'elle est avec des pneumatiques. Pareil pour la seconde machine qui ressemble à un chest press, mais qui est encore une fois réglée avec des pneumatiques pour travailler sur la force max. C'est très bizarre comme sensation. Ce qui est intéressant sur la machine de presse à cuisse, c'est que les deux pieds en fait sont dissociés. C'est pas une seule plaque qu'on pousse, c'est comme s'il y avait deux pédales, genre frein et accélérateur. J'exagère en disant ça, mais du coup ça permet de faire la dissociation entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc ça super intéressant, et pareil aussi pour le chest press. Donc je me suis assis dessus sur la première machine, je me suis mis en position. Ensuite on a fait quelques réglages par rapport du coup à mon poids de corps, à ma taille, etc. Il y a différentes données qui pouvaient être rentrées à l'intérieur du système pour essayer d'évaluer quel serait mon 1RM. 1RM, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette expression, ça veut dire une répétition maximale. Ce serait par exemple sur une presse à cuisse classique, quel poids je serais en capacité de faire à une seule répétition. C'est-à-dire que c'est le poids max que je peux pousser, je ne pourrais pas répéter une deuxième fois cet effort. Donc il y a une estimation qui est faite par la machine, et ensuite on monte progressivement évidemment pour pas y aller directement. Du coup, sur les membres inférieurs, en termes droite-gauche, il n'y a quasi aucune différence sur les deux jambes, donc ça je suis très content, parce qu'encore une fois avec l'histoire de la tendinopathie sur le genou droit, j'avais peur du coup que sur la jambe droite, il y ait peut-être un petit peu moins de force. Ceci étant, force est de constater que sur le leg press, je suis en dessous de la moyenne. Ce qu'ils appellent la référence moyenne, c'est la moyenne des résultats obtenus par des personnes de même sexe et de même âge. Du coup, je suis un peu en dessous de la moyenne. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment étonnant? Non, parce qu'il est évident que là, pendant les 3 derniers mois, je n'ai pas fait de leg day à proprement parler. J'ai fait des exos qui travaillaient un peu les jambes, mais pas avec des charges lourdes, pas en explosivité, etc. Pour pouvoir bien faire ma rééducation et ma réathlétisation au niveau du genou. En revanche, les amis, au niveau du chest press, du coup je suis au-dessus de la moyenne, donc ça j'avoue que ça fait très plaisir. Et pareil du coup entre le bras droit et le bras gauche, aucune différence. Donc très content d'avoir fait ce test max, et surtout très content puisque quand j'ai fait le test du leg press, je pensais que justement le genou allait me retenir de faire l'effort. Alors oui, je suis en dessous de la moyenne, on s'entend bien, mais en fait j'ai pas été bloqué dans l'effort. Je me suis pas arrêté à cause d'une douleur par exemple au niveau du genou. Je me suis vraiment arrêté parce que c'était plus possible. En termes de force musculaire, je ne pouvais plus fournir un effort supplémentaire. Je crois qu'on est bon, je m'hydrate pour ne pas perdre ma voix en ces 10 degrés dans le jardin, et on passe au test suivant. Oui, le soleil a encore changé de place, donc j'ai changé d'angle, mais c'est très bien, comme ça on peut passer au test de VMA, les amis. Le test de VMA est donc réalisé sur tapis, vitesse maximale aérobie. On pourrait aussi faire un
un test qu'on appelle de PMA, puissance maximale aérobie, où là ce serait plutôt réalisé sur un vélo par exemple, puisque sur le vélo on peut calculer la puissance que vous êtes en train de créer grâce au pédalage, en calculant les watts. Les watts du coup, si on fait un petit peu de mathématiques, ce serait... en soi ce serait la puissance du coup qui est calculée, puissance maximale aérobie, merci Adam. Du coup la puissance ce serait le résultat de la vitesse et de la force que vous êtes en train d'appliquer au moment du pédalage. Bref, c'était la petite anecdote. On se reconcentre et on reparle de notre VMA. La VMA, c'est donc votre vitesse maximale aérobie, c'est-à-dire la vitesse la plus élevée que vous pouvez atteindre et qui vous fera atteindre votre consommation maximale d'oxygène. Ça ne veut pas dire que c'est la vitesse la plus rapide que vous pouvez atteindre. Par exemple, sur un sprint de 10 secondes, vous pouvez très bien courir plus vite que votre VMA. Le protocole qui a été utilisé pour moi, c'était un départ à 8 km/h. Et toutes les minutes, donc au bout de 60 secondes à chaque fois, 1 minute 60 secondes, bravo Adam, on rajoutait 0,5 km/h. Ce qui veut donc dire que toutes les 2 minutes, il y avait 1 km/h de plus. Et je suis donc monté jusqu'à 15 km/h, j'ai validé le palier de 15 km/h et ensuite je me suis arrêté pour plein de raisons différentes. En soi c'est normal, on sent que ça devient compliqué. Je pense que la prochaine fois, il y a moyen que je valide du coup le palier 15,5 km/h, donc dans 2 mois, puisque là ça faisait un petit moment que j'avais pas couru comme ça haute intensité. Alors on n'augmente pas sa VMA comme ça du jour au lendemain, c'est pas la question, mais c'est juste que ce jour-là, il y avait différentes choses à mon avis qui pouvaient rentrer en ligne de compte là-dedans. Au niveau des résultats du test, assez content, parce que du coup au niveau de ma VO2 qui est estimée, elle est supérieure à la moyenne, donc ça c'est très cool, et donc mon score santé il est dans le vert, plus, donc ça c'est très bien. Et ce qui est marrant, c'est que du coup ils font des temps estimés, ils font une extrapolation du coup des temps estimés, et ils estiment que si jamais je courais un marathon et que j'arrivais à garder la même allure que j'ai eu là, et bah du coup que j'arriverais à le courir en bien moins de 4 heures. Donc ça j'avoue ça fait très plaisir. Et pareil en termes d'estimation, ils disent que pour un 5 km/h, un 5 km pardon, je pourrais être entre 21 et 23 minutes. Donc j'avoue que j'ai bien envie de le tenter. Puis après c'est super intéressant puisque Cédric m'a donné des conseils pour mes entraînements avec différentes échelles. Hop, je peux vous montrer là. Du coup avec différentes échelles par rapport aux intensités avec lesquelles je veux travailler. Et du coup quelles sont les intensités qui seraient les plus intéressantes à travailler pour me préparer à ma compétition. Donc voilà. Je crois qu'on a tout dit sur le test de VMA. Vous m'avez vu tout rouge sur la vidéo et tout transpirant. On peut passer, je le sais, à votre partie préférée, la masse graisseuse, la masse musculaire et la densité osseuse. Let's go! Dernière partie des tests, c'est donc avec un scanner DEXA que j'ai pu faire ça. Un scanner DEXA, du coup si je lis sur le site de mon stade précisément, les indicateurs que ça va pouvoir me donner sont les suivants. Des mesures anthropométriques, c'est-à-dire taille, poids, tour de taille, tour de hanche. Masse cellulaire active musculaire, on adore. Masse grasse et masse grasse viscérale, ça fait bien la différence entre les deux. Masse et densité osseuse, Masse et densité osseuse, volume liquidien intra et extracellulaire. Pour résumer et traduire éventuellement, je vais bien obtenir ce qu'on appelle ma densité osseuse, c'est-à-dire si mes os ont une bonne consistance ou non. Ensuite, le volume musculaire que j'ai à l'intérieur du corps, le volume de masse adipeuse, c'est-à-dire la matière grasse que je vais avoir stockée, et aussi au niveau de tout ce qui est eau, on va pouvoir déterminer si j'ai un niveau d'hydratation, on va dire, en tout cas un niveau de présence d'eau qui est suffisant à l'intérieur du corps. Et encore une fois, je crois qu'il peut y avoir des comparaisons peut-être avec la moyenne. On est parti par les premières informations que j'ai récupérées. Donc première chose, c'est au niveau de la densité osseuse. La densité osseuse du coup est très bien de mon côté, puisque on me note que j'ai un T-score de 0,6. Ce qui peut paraître petit, mais attendez, on estime que la densité osseuse est normale si l'indice est supérieur à -1. Donc là je suis même supérieur à 0, donc à mon avis on est très bien. Et après même on pourrait considérer qu'on est en ostéoporose si on est inférieur à -2,5. Ostéoporose, ça peut être amené par plein de choses. Du coup, c'est lorsque la densité osseuse justement est très faible. Parfois, ça arrive chez les personnes qui sont âgées. Si chez les femmes, du coup, après la ménopause, il peut y avoir du coup une ostéoporose qui se met en place.
Et Cédric m'a dit un truc hyper intéressant en fonction de ce qu'on fait aussi comme activité physique. Étant donné que moi je fais un peu de course et je fais de la musculation, du coup il y a des, on va dire, micro-chocs qui se passent au niveau osseux, et c'est donc ça qui va permettre aux os de se renforcer. C'est comme un muscle, en gros on lui impose un stress, on lui impose une contrainte, et donc il va se reconstruire plus fort, plus gros, plus endurant, etc. en fonction de la contrainte qu'on va lui appliquer. Mais par exemple, les sports qui ne sont pas soumis à gravité, comme la natation ou même le vélo, du coup, peuvent avoir comme incidence, chez les sportifs qui font ça, une densité osseuse qui parfois est un petit peu plus faible que la moyenne, ou qu'en tout cas les autres pratiquants de sport. Donc je trouvais ça super intéressant, mais en tout cas au niveau de ma densité osseuse, on était bon. Deuxième élément qu'on peut récupérer, je trouve ça hyper intéressant, c'est tout ce qui est métabolisme de base. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Métabolisme de base, en gros, ce serait le nombre de calories qui me sont nécessaires juste pour 24 heures ne rien faire du tout, donc juste respirer, enfin assurer les fonctions vitales. Et donc là, d'après la composition corporelle, je serai à 2018 calories par jour. Évidemment il faut rajouter par dessus tout ce qui est coefficient d'activité, le fait que je me déplace pour le boulot, que je fais des séances de sport, etc. Mais en tout cas mon métabolisme de base tournerait autour de cette valeur, donc je trouve ça hyper intéressant. Du coup les mensurations ont pu être prises. Au niveau du poids, la pesée du coup a indiqué un poids de 91 kg. Donc très bien, en soi c'est normal entre guillemets, puisque pour moi c'est le poids autour duquel je tourne. Peu importe que je prenne un petit peu de gras, que je perde un peu de gras, que je prenne du muscle, que je perde un peu de muscle, je tourne toujours autour de, on va dire, 88 et 93 kg à peu près. On va dire que c'est cette fourchette de 5 kg à peu près. Alors du coup, au niveau de tout ce qui est MC et compagnie, on me dit que techniquement je suis légèrement en surpoids. Sauf que l'IMC ne prend pas en ligne de compte le fait que je fais du sport, donc que j'ai une masse musculaire qui peut être développée, etc. Donc en soi, ça c'est pas l'information la plus intéressante, puisque mon indice de masse corporelle est de 26,73 kg par mètre carré. Au niveau du périmètre abdominal, c'est-à-dire le tour au niveau des abdos, je suis à 83 cm, et au niveau du tour de hanche, je suis à 99 cm. Merci les squats. Ensuite, au niveau de l'eau, à la fin du scanner DEXA, on vient vous mettre des petites électrodes sur les chevilles et au niveau du poignet pour calculer justement tout ce qui est eau intra- et extracellulaire. Alors du coup, je suis pas sûr que ça vous intéresse de folie, mais en termes d'eau intracellulaire, je suis à 37,50 litres, ce qui correspond à 41% de mon poids total, et en eau extracellulaire, je suis à 16,20 litres, ce qui correspond à quasi 18% de mon poids de corps. Assez intéressant. On arrive évidemment à ce qui vous intéresse. Juste là, vous avez une représentation du coup du scanner qui a fait son travail. Au niveau du code couleur, tout simplement, en bleu, c'est donc ma densité osseuse qui est juste là. Donc c'est écrit en haut, c'est les os. Ensuite, en rouge, c'est la masse sèche, c'est-à-dire les muscles, et en jaune, du coup, ce serait la masse graisseuse. Alors là, du coup, je sais pas si ça se voit bien ou pas, parce qu'en soi, il y en a pas beaucoup. Mais bref, donc vous avez la fameuse représentation. Et donc, il est officiel, les amis, qu'en pourcentage de masse graisseuse, je suis à 15,2%. Ce qui est génial, en toute honnêteté, puisque moi je m'attendais à avoir plutôt du 20%, à peu près. Mais donc je suis à 15,2%, donc ça c'est très très cool, je suis très content. C'est super intéressant en plus le détail après qu'il peut y avoir, parce que du coup il vous le donne par rapport au bras droit, bras gauche, par rapport au tronc, jambe droite, jambe gauche, subtotale, ensuite au niveau de la tête, et après il vous précise même au niveau de la masse grasse, androïde et gynoïde. Androïde et gynoïde, ce serait la différence au niveau de plutôt la sangle abdominale, ce que vous allez appeler du coup ici la taille, les poignées d'amour, etc. Et ensuite au niveau des hanches, c'est tout simplement ça la différence. Mais donc je suis très content d'avoir un résultat de 15,2, je ne vais pas mentir, puisque encore une fois je m'attendais à un peu plus, amigos. Amigas. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, que vous étiez curieux de voir comment est-ce que ça se passe, des tests d'effort, des tests physiques, etc. Comme vous l'avez vu, mon stade sont extrêmement bien équipés, donc évidemment je les remercie chaleureusement encore une fois de m'avoir accueilli. Je remercie également Cédric d'avoir conduit les tests et de me mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir les passer. Du coup j'ai rendez-vous chez eux dans 2 mois, encore une fois, après la compétition, pour voir s'il y a des petits changements. Au niveau de la mobilité,
travailler. Ça, je pense que j'avais plutôt des bons résultats, mais évidemment, c'est au niveau du test, enfin tout ce qui est au niveau du tronc, anti-rotation, etc. Travailler un peu dessus, parce que j'avoue que j'ai pas arrêté quasi de me casser la gueule, et j'aimerais m'améliorer là-dessus, évidemment. Ensuite, au niveau de la VMA, je pense que au niveau mental et au niveau prédisposition, en allant faire les tests, j'espère passer du coup le 15,5, de passer le palier de 15,5. Au niveau de la masse maigre, peut-être que j'aurai encore un petit peu réduit, je ne sais pas, parce qu'à l'approche de la compétition, du coup, je vais avoir des très gros entraînements, tout simplement. Donc c'est possible que ça change. Ou au pire, si jamais ça n'a pas trop changé au niveau de la masse adipeuse, de la masse graisseuse, peut-être au niveau musculaire. Si ça se trouve, il y aura eu des petites différences. Donc ça, j'avoue que je suis curieux aussi de voir. Et au niveau de la force max, puisque je pense que j'aurai complètement récupéré au niveau de mon genou, j'espère du coup au niveau des jambes pouvoir taper un petit peu plus fort. Encore une fois, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, activer la cloche et compagnie. Mettez-moi en commentaire bah oui, c'est ça. À votre avis, je vais faire quelle compétition? Parce qu'au final, je vous ai toujours pas dit. J'ai envie de garder un petit peu le suspense quand même. Parce que vous allez voir, ça va être violent à mon avis. Mais je pense qu'on va bien s'amuser. J'ai prévu évidemment des vidéos pour cette préparation de compétition. Pour que vous puissiez m'accompagner dans ma préparation. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, on a une vidéo plutôt explicative. Je pense qu'on parlera nutrition. Et ça, ce type de vidéo, donc un peu plus vlog, etc. Ce sera 1 ou 2 fois par mois à tout casser. À la semaine prochaine. Bisous, bonne journée.